Donc je vais donner sans plus attendre la parole à Julien Bétail qui, dans le premier programme que j'avais reçu, euh, figurait comme docteur en droit de l'université de Limoges. Effectivement, c'est un produit et qui restera toujours un docteur en droit de l'université de Limoges. Il n'y a plus que cela, puisqu'on voit que cette université et Michel Prieur, bien sûr, euh, j'allais dire font des petits, c'est-à-dire ont des... non, mais ce qu'on appelle des enfants académiques. Hein. Moi, je tiens beaucoup à cette appellation des enfants académiques, d'autant que je suis grand-mère académique depuis un certain temps déjà. Je trouve que c'est un vrai rapport intellectuel et affectueux qui est extrêmement important, surtout dans une matière comme la nôtre, dans laquelle on doit continuer à défendre cette matière et son expansion. Donc voilà, je donne sans plus attendre la parole à Julien Bétail, qui va nous parler donc de l'effectivité dans ses rapports avec le droit répressif. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais évidemment remercier l'ensemble des organisateurs et en particulier Agnès pour l'organisation de ce colloque. Je me souviens d'une réunion il y a quasiment un an maintenant. Nous étions venus avec Jessica pour contribuer à tout cela et le projet est maintenant plus que réel. Donc merci beaucoup à Agnès et à toute l'équipe. Petite précision liminaire pour vous dire que cette communication s'inspire d'un chapitre intégré dans ma thèse de doctorat soutenue sous la direction du professeur Michel Prieur en décembre 2012 à l'université de Limoges et intitulé Les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne, évidemment illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est finalement à quoi sert la répression si ce n'est assurer l'effectivité de la norme environnementale. Évidemment, elle sert à assurer l'effectivité de la norme environnementale. C'est du moins ce qu'incline à penser le caractère finaliste du droit de l'environnement, bien connu. D'ailleurs, la littérature juridique assimile souvent les notions d'effectivité d'une part et de sanction d'autre part, j'y reviendrai, exprimant ainsi l'idée qu'une norme est effective lorsqu'elle est sanctionnée, lorsqu'elle est réprimée. La répression, et plus largement la sanction, est en effet de nature à favoriser l'effectivité de la norme. Du moins, c'est ce que je tenterai de démontrer. Néanmoins, cette idée doit être relativisée, car elle ne correspond que partiellement à la réalité de la contribution de la répression à l'effectivité des normes environnementales. Avant d'examiner plus précisément cette question, il convient de s'arrêter un instant sur le vocabulaire employé. Il me semble que cette première table ronde comporte la question des frontières. Et quand on parle de répression, on parle évidemment de sanctions, mais pas de toutes les sanctions. Alors l'effectivité, tout d'abord, sans entrer dans le détail, celle-ci peut être définie comme le degré d'influence qu'exerce la norme juridique sur les faits au regard de sa propre finalité. Ensuite, la sanction. Dès lors que l'on retient une approche fonctionnelle de la sanction, celle-ci peut être définie comme une norme juridique secondaire, au sens de Herbert Hart, dont la fonction est d'assurer le respect d'une norme juridique primaire. Sur la base de cette définition, plusieurs catégories de sanctions peuvent être identifiées. Parmi elles figure évidemment l'ensemble des procédés à finalité répressive. Le droit répressif peut ainsi être défini comme l'ensemble des normes secondaires ayant pour fonction de punir le non-respect d'une norme primaire. La caractéristique du droit répressif par rapport à d'autres types de sanctions est bien cette notion de punition. Selon Jacques Mourgeon, la punition permet ainsi d'éviter la violation d'une norme, soit a priori par l'effet intimidant qu'elle produit, soit a posteriori en réduisant les possibilités de la renouveler. Dans l'ordre juridique interne, la répression peut être répartie en deux procédés principaux.
D'une part, la répression administrative, définie comme celle qui est effectuée par l'administration. Celle-ci se manifeste essentiellement par les sanctions administratives adoptées par les autorités administratives, indépendantes ou non, on y reviendra, à l'égard des particuliers. D'autre part, la répression pénale est elle aussi utilisée pour punir le non-respect de diverses normes. On peut distinguer de ce point de vue le droit pénal classique et les contraventions de grande voirie évoquées dans l'intervention précédente. Mais une remarque importante s'impose à ce stade. En droit interne, la répression est susceptible de viser tout type de personnes, à l'exception notable de l'État, notamment dans le cadre du droit pénal. Pourtant, l'État peut lui aussi être à l'origine d'atteintes à l'environnement. Il est vrai que l'obligation juridique présente en droit public certaines spécificités. L'État est à la fois la source et le sujet de l'obligation juridique. Et comme le remarque François Terré, la sanction du droit public est plus difficile à organiser, car ici, l'État est en cause, il ne sera pas enclin à se condamner lui-même. En effet, l'État étant l'administrateur du droit répressif, il ne saurait s'auto-sanctionner, comme en témoigne l'irresponsabilité pénale de l'État, inscrite à l'article L121-2 du Code pénal. Néanmoins, j'aimerais insister sur l'idée que la puissance publique peut aussi être sanctionnée si elle ne satisfait pas à ses obligations, mais sous d'autres formes que celles de la répression. Si cette dernière reste exclue, la sanction de l'État intervient par des voies indirectes, à travers l'invalidation des normes édictées par la puissance publique d'une part, et par l'engagement de sa responsabilité d'autre part. Cependant, ces voies exercent, sans que cela soit leur objet principal, la même fonction que la répression. Elles contribuent en principe au respect et à l'effectivité de la norme. Ce point ne sera néanmoins pas développé ici, puisqu'on se concentrera évidemment sur le thème de ce colloque qui est la répression. Alors revenons justement à la répression. Une question générale peut être posée de ce point de vue. En quoi la répression, c'est-à-dire la punition des comportements contraires à la norme environnementale, est-elle susceptible de contribuer à l'effectivité de cette norme ? Il est ici question, évidemment, de la raison d'être même de la norme environnementale. Celle-ci ne saurait demeurer dans l'empiré. Il s'agit de concrétiser la finalité de la norme environnementale, c'est-à-dire la protection de l'environnement, l'atteinte d'un bon état écologique ou encore d'un environnement équilibré et respectueux de la santé, pour paraphraser les termes utilisés soit dans diverses directives européennes ou encore dans la Charte de l'environnement. On retrouve ici la fonction instrumentale du droit. Sur un plan théorique, il est d'abord possible d'établir que la sanction, et singulièrement la répression de la norme, contribue à son effectivité. Pour autant, encore faut-il que la sanction ait un caractère dissuasif. Il conviendra donc ensuite de rechercher les conditions du caractère dissuasif de la sanction, spécialement en matière de répression administrative. Tout d'abord, la contribution de la répression de la norme à son effectivité. La sanction, et par conséquent la répression également, n'est qu'une des multiples conditions juridiques de l'effectivité de la norme. Si une vision classique du droit conduit à assimiler sanction et effectivité, il existe bien d'autres éléments du système juridique qui concourent à l'effectivité. Je ne vais pas développer ce point, mais il en va ainsi de la légitimité de la norme, par exemple, de la qualité de son élaboration, ou encore de la confiance des destinataires de la norme, ou encore de l'interprétation de cette norme. Pour autant, la contribution de la sanction et de la répression à l'effectivité peut être clairement mise en évidence dès lors que leur fonction dans le système juridique est d'assurer le respect de la norme. Même si nous verrons également que cette contribution est conditionnée par le caractère dissuasif de la sanction. Alors en ce qui concerne la fonction de la sanction dans le système juridique, certains auteurs, positivistes, normativistes, classiques, font de la sanction un critère de distinction entre les normes morales et les normes juridiques, voire un critère du caractère obligatoire de la règle de droit.
Il est au contraire possible d'affirmer, à la suite d'autres auteurs, qu'une règle n'est pas juridique parce qu'elle est sanctionnée, elle est sanctionnée parce qu'elle est juridique. Ainsi, la sanction n'est pas le critère qui permet d'identifier une obligation juridique, mais elle est une norme dont la fonction est d'assurer le respect d'une autre norme. En assurant le respect d'une autre norme, elle contribue également indirectement à l'effectivité. S'appuyant toujours sur cette distinction opérée par Hart entre les normes primaires et les normes secondaires, Norberto Bobbio a montré que l'apparition des sanctions en tant que normes secondaires était la manifestation de ce qu'il appelle, du passage de ce qu'il appelle un système juridique simple à un système juridique complexe. Ainsi, l'établissement de sanctions juridiques est rendu nécessaire par l'insuffisance des sanctions sociales ou morales dans les systèmes juridiques dits simples et marque ainsi le passage au système complexe. Il s'ensuit que la fonction de la sanction est bien d'assurer le respect des normes primaires. On admet ainsi traditionnellement, à la suite notamment de Michel Virali, que la menace de la sanction constitue un des moyens les meilleurs et les plus simples d'assurer le respect effectif des obligations. Dès lors que le respect de la norme contribue en principe à son effectivité, il est aussi possible de retenir, comme le fait Denise de Béchillon, que la promesse d'une punition, quelle qu'en soit la teneur, vise bien à assurer l'effectivité de la norme. Est ainsi identifiée une condition classique de l'effectivité de la norme. La logique est similaire en ce qui concerne plus particulièrement la répression, qui n'est qu'un sous-ensemble des sanctions. Son objet est de punir l'auteur de la violation de la norme. Il s'agit de répondre au mal par le mal en infligeant un désagrément à l'auteur de l'infraction. Sa fonction au sein de l'ordre juridique est ainsi de dissuader les sujets de droit de violer les normes. La fonction de punition du droit répressif contribue ainsi au respect de la norme et à son effectivité. Néanmoins, la contribution de la sanction à l'effectivité dépend de la façon dont elle assure sa propre fonction. Ainsi, une sanction relative a nécessairement une influence relative sur l'effectivité. Le débat se déplace ainsi progressivement vers le caractère dissuasif de la sanction. Alors voyons justement en quoi cette fonction est influencée par le caractère dissuasif de la sanction. La sanction ne remplit pas sa fonction à l'intérieur du système juridique que si elle parvient à dissuader les violations de la norme. Jean Rivero explique ainsi que l'on attend de la peur du gendarme et du juge qu'elle suffise à maintenir dans les sentiers du droit ce qu'effleure la tentation de s'en écarter. Une sanction trop faible ou inexistante n'a aucun effet dissuasif ou très peu et ne remplit donc pas sa fonction dans l'ordre juridique. La sanction doit être suffisamment sévère et doit avoir des chances crédibles d'intervenir, on y reviendra, pour convaincre les destinataires de la norme de la respecter. De façon plus générale, la sanction a également une fonction préventive, là aussi bien connue. Son intervention effective dissuade pour l'avenir d'autres sujets de droit de s'écarter de la norme. La seule existence de sanctions en tant que norme juridique secondaire exerce sur le plan théorique une fonction de prévention. Dès lors, le droit répressif, dont le but est a priori de punir, a pour effet de dissuader pour l'avenir du non-respect de la norme. Néanmoins, ce caractère dissuasif de la sanction n'est pas nécessairement produit par la simple édiction d'une norme secondaire répressive. La simple existence juridique de la sanction ne suffit souvent pas. Un certain nombre de conditions doivent être réunies afin d'assurer ce caractère dissuasif. C'est ce que nous allons voir dès à présent. Alors, les conditions du caractère dissuasif de la sanction. L'examen particulier du dispositif de répression administrative en matière d'installation classée et accessoirement en matière de police de l'eau permet d'identifier les conditions du caractère dissuasif de la sanction, conditions qui sont au moins, à mon sens, valables en matière de répression administrative et qui probablement sont partagées en matière de droit pénal classique. Le caractère dissuasif des sanctions tient d'abord évidemment à l'intelligibilité des normes primaires et secondaires,
En effet, on ne comprend pas la sanction quand on ne comprend pas la règle. Mais au-delà de ce prérequis, j'aimerais insister sur 3 conditions particulières. Le caractère dissuasif dépend tout d'abord de la qualité du dispositif de détection des infractions. Ensuite, dès lors qu'une infraction est constatée, encore faut-il qu'une sanction soit effectivement prononcée, ce qui n'est pas toujours le cas. Le caractère dissuasif des sanctions dépend enfin de leur proportionnalité par rapport à la gravité de l'infraction. En ce qui concerne tout d'abord la qualité du dispositif de détection des violations de la norme. La crédibilité de la sanction dépend avant tout de cette qualité de détection. Ainsi, pour Michel Prieur, l'efficacité du mécanisme de prévention des pollutions des installations classées dépend de la fréquence et du sérieux des contrôles exercés par l'administration. La performance des dispositifs de contrôle dépend elle-même des moyens qui leur sont alloués. Le dispositif de détection est susceptible de fonctionner d'autant mieux que les moyens juridiques et humains mis à sa disposition sont adaptés à sa tâche. Sur le plan des moyens juridiques, on a abordé brièvement cette question tout à l'heure. La détection des comportements non respectueux de la législation, spécialement sur les installations classées, est essentiellement confiée à l'inspection des installations classées. Pour autant, l'administration, cette inspection en particulier, est longtemps restée à l'écart de toute obligation juridique d'inspecter ces installations. Cela relevait de leur mission, mais il n'y avait pas d'objectif particulièrement chiffré, en tout cas pas dans une norme juridique. Il en va aujourd'hui autrement, du moins pour les installations les plus dangereuses qui sont soumises à l'annexe 1 de la directive numéro 2010-75/UE du 24 novembre 2010 sur les émissions industrielles. L'article 23-4 alinéa 2 de cette directive prévoit en effet, je cite, que l'intervalle entre 2 visites d'un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n'excède pas 1 an pour les installations présentant les risques les plus élevés et 3 ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Est ainsi posée une obligation juridique d'inspection environnementale. L'inspection des installations classées est dotée de moyens juridiques conséquents. Les inspecteurs disposent d'un large droit de visite de ces installations. Ces inspecteurs disposent également d'un pouvoir de saisie, notamment sur les documents, ou encore sur l'obtention de résultats d'autocontrôle effectués par l'exploitant. Et à la demande du préfet, il peut ordonner des analyses effectuées à la charge de l'exploitant et réalisées par un laboratoire agréé. Et enfin, les contrôles inopinés restent possibles et sont même obligatoires dans certains cas, toujours en vertu de l'article 23.5, cette fois-ci, de la directive de 2010 sur les émissions industrielles. En ce qui concerne ensuite les moyens humains de ce contrôle, c'est une chose bien connue. J'aimerais insister toujours sur cette directive, sur son considérant 25. Alors je ne veux pas me lancer dans la valeur juridique des considérants des directives européennes, mais on pourrait en discuter. Ce considérant 25 de cette directive sur les émissions industrielles dispose que les États membres devraient, alors vous voyez l'emploi de ce verbe, devraient veiller à ce qu'un personnel suffisant, avec les compétences et les qualifications requises, soit disponible pour effectuer effectivement les inspections environnementales. Peut-être que dans quelques années ou dizaines d'années, la Cour de justice sera amenée à se prononcer sur la satisfaction de cette quasi-obligation juridique. Alors s'ils sont en augmentation constante, il est bien connu que les effectifs de l'inspection des installations classées restent insuffisants, en tout cas au regard des propos tenus par une partie de la doctrine au moins. En 2010, cette inspection comptait 1197 équivalents temps plein pour environ 500 000 installations classées. Et la même année, près de 24 400 visites d'inspection ont été réalisées. On l'a dit tout à l'heure, par conséquent, cela représente seulement 5% des établissements qui ont cette année-là fait l'objet d'une visite d'inspection. Je vous laisse apprécier cette proportion. Les contrôles inopinés, quant à eux, mieux à même d'aboutir à la détection de l'infraction, s'élevaient en 2007, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents,
s'élevait en 2007 à 3 648 sur 500 000 installations classées, bien sûr. Du côté de la police de l'eau, le bilan n'est pas meilleur. Le Conseil d'État, dans son rapport consacré à l'eau, dresse un constat accablant. Il relève ainsi que les contrôles sur le terrain sont, je cite, notoirement insuffisants. Ils ont néanmoins permis de constater, je cite encore, que 60% seulement des activités et installations étaient conformes à la réglementation. Je veux dire 40% de non-conformité, 40% sur les visites qui ont été faites par les services de la police de l'eau, ce qui laisse évidemment tout le reste. In fine, si les moyens juridiques dont dispose l'inspection des installations classées paraissent relativement adaptés, sous réserve quand même des garanties procédurales liées au droit au procès équitable, mais c'est un autre sujet. La faiblesse des moyens humains conduit à l'adoption de stratégies dont l'objet est avant tout la gestion des moyens disponibles, la gestion de la rareté, stratégie de priorisation des contrôles, c'est absolument flagrant, notamment depuis l'apparition des contrôles périodiques en la matière. La crédibilité de la sanction, et par conséquent son caractère dissuasif, dépend également du degré de systématicité de son intervention. Alors qu'il existe déjà un décalage entre les infractions administratives commises sur le terrain et celles qui sont effectivement détectées par l'administration. Donc là, on a déjà un premier gap important. Une certaine corrélation entre les infractions administratives détectées et l'intervention d'une sanction administrative est en principe nécessaire si on veut assurer le caractère dissuasif. Alors justement, sur l'intervention effective de la sanction. La répression administrative offre en général aux contrevenants la possibilité d'échapper à la sanction en régularisant sa situation. Ce n'est pas souvent remarqué, mais c'est très important. C'est l'objet même de la mise en demeure. Cet instrument permet donc une certaine marge d'impunité des infractions commises dès lors que le retour à la conformité a été obtenu. Il reste donc à examiner la corrélation entre les mises en demeure qui ont été suivies d'un retour à la conformité et l'intervention d'une sanction administrative. Alors la systématicité de la réponse administrative, condition donc, du caractère dissuasif des sanctions, dépend en partie du degré de discrétion confié à l'autorité administrative en charge de cette répression. En outre, une autorité dépourvue d'impartialité pourrait avoir tendance à punir arbitrairement les uns tout en conférant une impunité aux autres, on le verra. Sur le degré de discrétion laissé à l'autorité répressive, ça a été évoqué également, selon Laurent Fombostier, il existe à l'évidence un décalage entre d'une part l'arsenal renforcé des sanctions administratives à disposition des préfets et l'utilisation véritable qui en est faite sur le terrain. Alors en théorie, l'intervention d'une mise en demeure est systématique. Dès lors que le rapport d'inspection a constaté l'inobservation des prescriptions de l'arrêté préfectoral, le préfet est placé en situation de compétence liée. Cela est très clair dans les textes et également affirmé dans la jurisprudence, aussi bien en matière d'ICPE qu'en matière de police de l'eau. Contrairement à la perception qui est parfois la sienne au sein de l'administration, la mise en demeure ne constitue aucunement une sanction. Elle est simplement un ultime avertissement avant la sanction, d'où l'idée de seconde chance laissée à l'exploitant. La pratique montre que l'édiction d'une mise en demeure n'attend en réalité rien de systématique. Parfois, on y reviendra sûrement cet après-midi, mais la simple édiction d'une mise en demeure est vécue par les préfets et par les exploitants comme étant déjà une sanction, alors qu'elle n'a pas véritablement de conséquences en termes de punition. Le Conseil d'État a mis en évidence, toujours dans son rapport sur l'eau, que sur les 40% de contrôles effectués sur le terrain et donnant des résultats non conformes, donc on a des contrôles, 40% révèlent des non-conformités, 91% débouchent, d'après le ministère de l'écologie, je cite encore, sur un simple rappel à la réglementation, et 8,5% seulement sur une mise en demeure. Et sur ces 8,5%, de 40%, etc., il faudra encore déduire toutes les mises en demeure qui ne donnent pas lieu à des sanctions. En outre, le caractère aléatoire des sanctions administratives s'explique principalement par le fait que
Le préfet dispose d'une large marge d'appréciation. En effet, dans les textes, il peut sanctionner en cas de non-respect de la mise en demeure. Il n'y est pas tenu. Le choix de sanctionner ou non relève de son pouvoir discrétionnaire. La pratique de la répression administrative en la matière montre de façon éclatante ce caractère aléatoire de l'intervention de la sanction. En 2010, environ 3000 mises en demeure ont été établies. Elles ont donné lieu à environ 400 mesures de sanctions administratives. Donc là aussi, on voit ce grand décalage entre 3000 mises en demeure et 400 mesures de sanctions. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a mise en demeure, ça veut dire qu'il y a un rapport de l'inspecteur des installations classées qui met en évidence une situation de non-conformité par rapport à la réglementation. Alors, sous un angle optimiste, on pourrait dire que 86% des mises en demeure ont atteint leur objectif de retour à la conformité, puisque dans le délai, l'exploitant peut corriger le tir et ainsi éviter la sanction. Au contraire, cela peut aussi vouloir dire, la vérité est probablement entre les deux, cela peut aussi vouloir dire que le niveau de tolérance administrative dans ce domaine est particulièrement important. Selon un rapport de la Cour des comptes, en matière de police de l'eau, je cite, 26% des contrôles réalisés par les services de l'État donnent lieu à une réponse administrative ou pénale, mais seul 1% conduisent à une sanction. Alors, reste à définir ce que c'est qu'une réponse administrative ou pénale. En matière d'installation classée, 7% se traduisent par une sanction administrative ou pénale. Alors qu'il s'agisse de 1% en matière d'eau ou de 7% en matière d'installation classée, la faiblesse du taux de réponse administrative ou pénale laisse réellement dubitatif, notamment au regard des objectifs européens de sanctions effectives et dissuasives. Alors cela s'explique probablement aussi par le défaut d'impartialité de l'autorité en charge de la répression. Ce défaut d'impartialité est susceptible de perturber le système répressif. Soit il conduit à l'adoption systématique d'une sanction, quand bien même celle-ci ne serait pas réellement justifiée, soit il conduit à un niveau de répression inférieur à ce qu'il devrait être. Dans ce dernier cas, l'impartialité de l'autorité titulaire du pouvoir de sanction favorise le caractère dissuasif du système répressif. En matière d'installation classée, les tolérances administratives s'expliquent au moins en partie par la situation de conflit d'intérêts qui caractérise le préfet en l'occurrence. La répression s'inscrit ici dans un contexte de complaisance. La répression donne lieu à un jeu la pré-répression donne lieu à un jeu de négociation. Cela a été depuis longtemps mis en évidence par divers travaux, notamment par Pierre Lascoum, qui explique ces logiques de régularisation à la place des logiques de répression proprement dites. Cela pose néanmoins problème, puisque une négociation, c'est en général le résultat d'un rapport de force. En fonction de la puissance de négociation dont dispose un exploitant, notamment sur le plan économique et de l'emploi, la négociation peut conduire à d'importantes inégalités de traitement. David Deharbes explique ainsi que, dans les faits, la suspension d'un chenil en situation irrégulière ne posera pas le même cas de conscience que celle d'une installation employant 200 personnes. Une petite ou une moyenne entreprise sera bien plus exposée au risque de suspension que l'industrie qui participe de façon substantielle et stratégique à un bassin d'emploi, dit-il. On voit donc une mise en œuvre différenciée du pouvoir de sanction qui conduit à des inégalités. Alors, une autre raison conduit à souligner la situation de conflit d'intérêts dans laquelle est placé le préfet, puisque son rôle est évidemment de favoriser, du moins de ne pas pénaliser, le développement économique. Et d'autre part, il est autorité de police et a un pouvoir de sanction en matière de protection de l'environnement. Deux finalités qui, au moins en partie, peuvent apparaître antagonistes. Mais plus important, notamment sur le plan juridique, le préfet, c'est-à-dire le représentant de l'État, se trouve parfois en situation de conflit d'intérêts lorsque sont en cause des installations classées qui sont la propriété d'entreprises, sinon publiques, du moins dans lesquelles l'État détient une partie du capital. Cela est par exemple le cas de deux exploitants bien connus comme Électricité de France ou Areva.
Alors le principal moyen qui pourrait améliorer cette question-là serait d'assurer l'indépendance de l'autorité titulaire de ce pouvoir de sanction. Ça impliquerait évidemment de retirer cette compétence au préfet et de la confier éventuellement à une autorité administrative indépendante. Néanmoins, une dernière condition du caractère dissuasif de la sanction doit être mise en évidence, la proportionnalité de la sanction. Alors le bénéfice escompté de cette proportionnalité est double. Elle permet d'éviter une sanction arbitraire, manifestement trop lourde par rapport à la faute commise. Et à l'inverse, la proportionnalité peut aussi permettre d'éviter une sanction trop faible par rapport à la faute commise. Du moins, la question se pose. Mais au-delà du contrôle du juge qui porte sur l'adéquation de la sanction, l'éventail des sanctions doit être suffisamment large afin qu'un choix adapté soit possible. Alors, on a déjà évoqué ces questions-là tout à l'heure, rappelé les différents types de sanctions valables en matière d'installation classée. Tout d'abord, la consignation d'une somme d'argent entre les mains d'un comptable public. Pour aller vite, à mon sens, il ne s'agit pas d'une mesure punitive. Il s'agit tout au plus d'une mesure indirecte d'exécution forcée, puisque si l'exploitant revient à la conformité, cette somme d'argent lui est restituée. Où est le caractère punitif de cette sanction ? La deuxième sanction, c'est l'exécution d'office aux frais de l'exploitant des mesures prescrites. Là aussi, c'est toujours une stratégie de retour à la conformité et ce n'est pas purement punitif. Et enfin, la suspension du fonctionnement de l'installation. Là aussi, même logique, même si le caractère punitif est un petit peu plus marqué compte tenu des inconvénients que peut avoir cette mesure pour l'exploitant. En 2007, les statistiques montrent que sur 2693 arrêtés de mise en demeure, on a eu 279 consignations, 23 exécutions d'office et 141 suspensions. Donc on voit bien que l'exécution d'office est très peu utilisée par l'administration. Ça s'explique principalement par son régime juridique, puisqu'elle agit ici à ses risques et périls. La suspension est elle aussi peu utilisée et les consignations de sommes sont privilégiées. Je rappelle donc qu'elle n'a pas de dimension réellement punitive. Alors effectivement, l'ordonnance du 11 janvier 2012 ajoute la possibilité d'une peine d'amende, ce qui est intéressant parce que cela permet de faire varier le quantum de la sanction, permet d'adapter l'amende en fonction de la gravité de l'infraction commise, ce qui n'existait pas pour l'instant en matière d'installation classée. Cependant, alors tout dépend de la lecture qui sera faite par l'administration, mais j'attire votre attention sur le fait que cette peine d'amende est placée dans la rédaction du texte après les 3 autres sanctions. Alors, il ne faudrait pas que l'administration interprète cela comme en se disant que l'amende est finalement la sanction ultime à n'utiliser qu'en dernier recours. Au contraire, l'amende, parce qu'elle peut être proportionnée à la gravité de l'infraction, devrait être utilisée en premier, notamment pour réprimer les petites infractions. Voilà, je n'irai pas plus loin. Un mot simplement sur une éventuelle autorité administrative indépendante en matière d'environnement. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à l'occasion du débat. Elle pourrait non seulement assumer des fonctions en termes de répression administrative ou pénale, mais elle pourrait également assurer des fonctions, c'est du moins ce que j'avais proposé dans ma thèse, en matière de réparation du préjudice écologique, proposition qui figure aussi dans le récent rapport du professeur Yves Gégouzot. Et elle pourrait également, comme le propose ce rapport-là, avoir pour reprendre les compétences de l'actuelle autorité environnementale qui, on le sait, au niveau local, souffre d'un défaut d'indépendance en dépit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union qui semble exiger une certaine impartialité de cette autorité. Donc, une nouvelle AI, oui, mais qui regrouperait des compétences déjà existantes. Je vous remercie.